professeur Vialefond, secrétaire perpétuel de l'Académie, nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Et je la remercie. J'ai le plaisir de vous présenter Jean-Pierre Dufoy, qui est architecte en chef et inspecteur général des monuments historiques. Il a effectué ses études à Montpellier, à Lyon, à Paris. Il est diplômé en architecture et en études supérieures des monuments anciens. Comme architecte en chef des monuments historiques, il a dirigé des travaux sur les monuments d'Aigues-Mortes, sur la Conciergerie à Paris, sur la Sainte-Chapelle, au château de Vincennes, dans les vestiges du Manoir, et à cette occasion, il s'est occupé de la sauvegarde du fameux chêne de Saint-Louis. En tant qu'inspecteur général, il a surveillé des travaux en région Rhône-Alpes, en Corse, à Rome, à la Villa Médicis. Il est expert UNESCO et il a été professeur à l'école spéciale d'architecture et au Centre des hautes études des monuments anciens de Chaillot. Enfin, il a été enseignant à l'université Paris 4 Sorbonne. J'ajouterai que les dessins que vous allez voir sont de sa main et au cours de son exposé, qui va durer une quarantaine de minutes, il sera suivi de Bernard Aubert, qui va compléter son exposé pendant 20 minutes sur les précisions scientifiques que nous apporterons sur la baie d'Aigues-Mortes du Moyen-Âge à nos jours. Bernard Aubert est ingénieur de l'École supérieure d'agronomie de Nancy et docteur de l'Université de Bordeaux-Ségalins. Il a travaillé successivement à l'INRA, au CIRAD, sur les parasites de l'olivier et en particulier d'un insecte parasite des agrumes dont il est un grand spécialiste. Il a obtenu un award du département d'agriculture des États-Unis en 2008. Il a terminé sa carrière au CIRAD comme directeur de recherche sur l'arboriculture fruitière méditerranéenne et tropicale. De me donner l'occasion de vous entretenir aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur sur les pas de Saint-Louis en baie d'Aigues-Mortes. Je développerai en une quarantaine de minutes cette communication dans 3 directions. La première, la création d'Aigues-Mortes avec les objectifs du roi dans le contexte des croisades et de la géopolitique du XIIIe siècle en Méditerranée. Ensuite, le site d'Aigues-Mortes et ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui de l'avant-port et du camp des croisés. Et enfin, les modalités de l'embarquement des troupes de Saint-Louis. Bernard Aubert, que je précède ici, apportera l'appui de la connaissance approfondie de l'évolution de la baie d'Aigues-Mortes, ce qui fait que ne vous étonnez pas si je saute certaines parties dont il vous entretiendra bien mieux que moi par la suite. Alors, première partie, pourquoi avoir créé Aigues-Mortes? Alors, le portrait de Saint-Louis que vous avez sous les yeux, le roi Louis IX, mais je dirais Saint-Louis puisque c'est maintenant beaucoup plus courant, accède au trône de France en 1226. Ayant réglé des problèmes avec les Albigeois, quels sont alors ses objectifs dans la géopolitique du XIIIe siècle en Méditerranée et quels moyens se donne-t-il pour créer un port français sur la mer? Alors quels sont ses objectifs du roi? Alors portons notre regard sur la Méditerranée, sur Saint-Louis, imposant la main de fer de ses sénéchaux en Languedoc. Il affirme sa détermination d'une ouverture du royaume au sud. Un Languedoc français, anticipation d'une Provence qui ne sera française que sous Louis XI. Et ensuite, ne perdons pas de vue que l'objectif des croisés n'est pas seulement de libérer la Terre Sainte, mais aussi de donner un champ d'expansion à une féodalité turbulente en cherchant à faire par ailleurs de la Méditerranée une mer chrétienne. Et pour Saint-Louis, de permettre à la France, qui ne disposait d'aucun port sur son littoral, d'y trouver sa place. Il s'agit d'entrer en compétition avec Génois, Vénitiens et Pisans, sans omettre les Byzantins, qui ont la haute main
sur le commerce maritime. La seconde raison d'ordre stratégique est d'établir en France méridionale une base militaire et navale en prévision de la reprise des croisades. Alors vous allez voir des schémas de croisades qui vont vous indiquer ce qui a été l'activité de Saint-Louis pour la 7e croisade et la 8e, qui sont les deux dernières croisades. Il y a eu des croisades après, des tentatives de croisade menées par, en particulier, les ordres militaires restés sur place, mais pratiquement c'est fini avec la 8e croisade et la mort de Saint-Louis. Alors, pour la 7e croisade, Saint-Louis n'est pas le seul des rois d'Occident à s'être engagé pour la croisade. Si l'on se souvient de Godefroy de Bouillon et de la prise de Jérusalem, on se souvient moins de ses ascendants, en particulier de son grand-père Philippe Auguste, et de son arrière-grand-père Philippe Auguste, et de son grand-père, excusez-moi, je me suis trompé de ligne en lisant, pourtant je le sais, l'arrière-grand-père Louis VII et le grand-père donc est parti pour les croisades, avec une croisade très brillante qui a été la 3e croisade. Et le grand enthousiasme qu'a soulevé à l'époque Pierre l'Hermite ou Bernard de Clairvaux nous amène à prendre en compte la motivation religieuse, par ailleurs, totalement idéaliste, de la guerre que la guerre sainte a suscitée. Et cette guerre sainte est suscitée aussi par le Saint-Siège qui pousse activement les rois occidentaux à se précipiter vers Jérusalem, qui est à ce moment-là aux mains des puissances musulmanes. Alors, des coups très durs sont portés à la 6e croisade par les troupes musulmanes ou turques au contingent français, et cette catastrophe qui se passe à Gaza, un nom malheureusement célèbre et encore dans le monde contemporain, la défaite de Gaza entraîne un concile à Lyon où le pape dit il faut que vous partiez, vous ne pouvez pas rester là, c'est la catastrophe là-bas, d'où Saint-Louis, qui avait déjà ça dans la tête, mais il n'était pas encore tout à fait prêt, prépare son armée et quitte, avec la 7e croisade, quitte la France direction Chypre, puis la côte égyptienne. Alors, la 8e croisade, je rappellerai qu'elle a été très hasardeuse, puisqu'elle s'est terminée à Tunis par le décès du roi atteint en typhus. Permettez-moi de vous donner ces détails atroces, mais enfin, pourquoi ne pas le savoir? Son corps était à la limite de la décomposition, il a été cuit en permanence pour en retirer les ossements et le cœur qui ont été rapportés à la basilique Saint-Denis, et tout le reste de son corps a été déposé au passage de la cathédrale de Palerme. Alors, quels moyens se donne Saint-Louis pour créer cette aiguille morte? Alors, vous avez sous les yeux, après les cartes des croisades, une de ces cartes que je ne commente pas dans l'immédiat, sinon pour vous dire qu'il y a quelque part aiguille morte qui est à l'extérieur de ce schéma, et que c'est le fond le fond du golfe du Lion, l'extrême fond, avec les terres qui sont aujourd'hui le Gros du Roi, et ici la Grande Motte de l'autre côté, et Aigues-Mortes qui n'est pas sur ce plan, mais qui serait un petit peu plus haut. Oui, effectivement, je ne voyais pas d'ici là, il y a l'indication des remparts. Oui, très juste, vous voyez mal d'où je fais. Alors, à l'époque, il nous intéresse le littoral englobant un peu en retrait la ville de Montpellier et la propriété de la couronne d'Aragon. Et cela depuis le sud de Valence jusqu'au delta du Rhône, peut-être jusqu'au Vidourle, mais le Vidourle est un fleuve dont les crues font que le cours s'est déplacé. Donc, c'était quelque part par là, mais on ne peut pas dire exactement où. Et nous arrivons ensuite à des terrains qui sont maintenant
sur le Gard du côté de est et sur l'Hérault sur le côté ouest. C'est-à-dire que les communes du Grau-du-Roi et les communes d'Aigues-Mortes sont partie prenante dans cette affaire-là, mais la Grande Motte, qui est à l'extrémité de l'étang du Repoussé, est concernée également par le passage des croisés. Donc c'est une opération qui est actuellement, qui intéresse pratiquement trois communes. Alors il existait sur ce littoral du sud de la France, qui était, enfin, de notre France actuelle, il existait une sorte de territoire tampon au sud de Nîmes et au sud et à l'ouest de Saint-Gilles, constitué par les trois communes que je viens de citer. Et ce territoire côtier, qui est minuscule à l'échelle de la France, parce qu'il ne fait pas 10 000, il fait 10 000 hectares, donc peu de choses naturellement, mais pour Saint-Louis, cette chose est très importante, car il sait qu'il y a là déjà des départs en croisade qui ont été faits, avec deux ports qui sont mentionnés dans des textes, l'un qui s'appelle Notre-Dame du Port et l'autre le port des Eaux Mortes. Alors, où sont-ils? Ils sont dans cette zone qui est l'actuel étang du Ponant. Alors, imaginez-vous que cet étang du Ponant a été supprimé par les crues et modifié par les cours d'eau et a été petit à petit comblé. La côte a beaucoup évolué à cet endroit-là. Bernard Robert vous en parlera bien mieux que moi tout à l'heure. Et on l'a retrouvé à notre époque pour recreuser l'étang qui est l'étang du Ponant, dans lequel vous passez. Donc, ce qu'on parle du Repoussé du Ponant, c'est-à-dire du couchant ou du Ponant tout court, c'est pratiquement, là, à peu de choses près, nous pouvons admettre que c'est identique. Donc, au-delà et plus à l'est, on a, à partir du bras occidental du Rhône dans le delta, depuis le partage de Verdun en 843, l'Empire, qui comprend le comté de Provence, aujourd'hui la limite occidentale du département des Bouches-du-Rhône, dont la situation politique et administrative dans la première moitié du XIIIe siècle est quelque chose d'infiniment complexe. Un personnage politique tient très bien l'affaire en main, c'est Blanche de Castille, car à la suite de mariages et d'accords avec l'Empire, le rapport de la France et de l'Empire sont excellents, et donc le voisinage ne pose pas de problème en tout cas de ce côté-là. Alors, ensuite, il y a ce territoire qui est une sorte de territoire tampon au sud de Nîmes, territoire minuscule comme je vous l'ai indiqué, mais il permet d'avoir un accès à la mer, et donc Saint-Louis est intéressé de pouvoir aménager ces terres et créer un port fluvial, même si c'est sur le sable. J'ouvre ici une petite parenthèse, mais elle est intéressante, c'est que ces ports avec plage de sable, ça existe sur la côte. Il y a un exemple qui est célèbre, qui était énorme, c'est Barcelone. Car Barcelone, qui a eu un port au temps des Romains, qui était au centre de la ville de Barcelone à l'heure actuelle, a été petit à petit conquis par les terres, et le port du Moyen-Âge de Barcelone s'est dégagé du port romain abandonné, et le port du Moyen-Âge a complètement disparu à l'heure actuelle, et on a à Barcelone qu'une plage de sable. Mais déjà, depuis le XIIIe siècle, les bateaux à Barcelone ne pouvaient plus s'approcher. C'est exactement le même cas du port que nous avons à Aigues-Mortes. Alors, on a un autre port en France, qui est Saint-Gilles, port fluvial, et la France, ne disposant évidemment d'aucun port maritime, a poussé Saint-Gilles. Mais c'était insuffisant pour faire partir l'armée de Saint-Gilles. Donc, dans les années 1220-1230, un quart de siècle avant la première expédition qui nous intéresse, la couronne peut ainsi acquérir des terrains sans allégeance au roi d'Aragon ni à l'empereur d'Allemagne. Comment? Eh bien parce que ce territoire appartient aux bénédictins. Et cette abbaye bénédictine, à sa montée en puissance, a réussi à s'affranchir complètement
de la tutelle de l'Église en France, et, ou au Royaume d'Aragon ou avec l'empereur d'Allemagne, et a pris une autonomie, elle ne dépend plus du pape. Donc, si Saint-Louis achète ces terrains, son interlocuteur est seulement le pape. Naturellement, comme le pape le pousse à partir pour les croisades, il n'y a aucune difficulté à ce qu'il fasse l'acquisition de ces 10 000 hectares, je dis, sur lesquels il a la main libre, et il va créer cet aménagement avec la tour de Constance qui sera le premier élément. Alors, sur le site de la ville, qu'est-ce qui existe d'Aigues-Mortes que nous connaissons? Oui, je ne m'appesantis pas sur ces cartes parce que Bernard Robert vous parlera beaucoup mieux que moi du littoral tout à l'heure. Donc, vous voyez que le paysage est extrêmement complexe et modifié. Je voudrais aller au dessin de l'église. Voilà, sur le site d'Aigues-Mortes, au milieu du XIIIe siècle, n'existe qu'une chose, la tour de Constance. Et à côté, une petite église, et puis les premières installations, qui sera Notre-Dame des Sablons, et quelques premières installations monastiques qui vont être à l'origine de la ville. Naturellement, on ne parle pas des remparts qui sont arrivés sous Philippe le Hardi et sous Philippe le Bel, et donc c'est tout à fait autre chose. Et là, j'ai évoqué dans ce petit dessin, par rapport à ce qu'est l'église actuelle, elle a été modifiée, donc je ne vous garantis pas que mon dessin soit juste pour le XIIIe siècle, elle a subi beaucoup de remaniements. Et il est à peu près certain que la dernière des choses que Saint-Louis a fait en quittant son territoire de la France, c'est d'aller écouter la messe, participer à la messe à Notre-Dame des Sablons. Alors, il existe naturellement la tour de Constance, qui est la vue suivante, qui est l'élément emblématique, avec la différence sur le dessin que le château qui est à gauche, qui est le logis actuel du gouverneur, n'existait certainement pas à l'époque. Il y a eu un petit château, on ne sait pas exactement ce que c'est. Il n'en reste apparemment pas de traces. Il n'y a que la tour qui marquait la volonté du roi de cette première implantation politico-militaire d'ailleurs sur le terrain. Alors, examinons tout d'abord les données de caractère général. Vous voudrez bien excuser de ma part, faute de données exactes sur ce point, une approche théorique qui reste au stade de l'hypothèse et se trouve certainement très réductrice. Aigues-Mortes doit répondre à un problème spécifique dont on mesurera la complexité. Faire embarquer en moins d'un mois les armes, la nourriture, et du matériel militaire et du matériel agricole, avec une vingtaine de milliers de soldats, les historiens ne sont pas d'accord sur les chiffres, disons un peu plus de 20 000 probablement, et probablement plus de 3 000 chevaux. Donc ce n'était pas quand même une mince affaire, en sachant qu'il faut disposer d'un camp de plusieurs hectares, susceptible de rassembler les différents contingents au plus près des points d'embarquement et de leur permettre de rejoindre au-delà les navires en mer, à l'ancre, à distance de sécurité du rivage. La possibilité de trouver des aires d'accueil pour le stationnement pose évidemment un réel problème sur un territoire palustre. À Aigues-Mortes, la zone possible à aménager aux abords de la tour de Constance est trop éloignée de la mer. Nous pouvons donc évoquer des contraintes voisines, mais avec des paramètres différents. J'évoquais Barcelone en pensant que Venise, avec une parenté lointaine, est un peu dans la même problématique. Mais évidemment, par rapport aux avantages dont bénéficie Marseille, avec son port et des rochers, une anse abritée, d'ailleurs une partie des croisés sont partis, ont quitté la France pour la Terre Sainte à partir de Marseille, dont Joinville, le chroniqueur de Saint-Louis, ce qui malheureusement pour nous fait que dans les récits de Joinville, il y a un vide absolu. Il n'a jamais mis les pieds à Aigues-Mortes, d'autant qu'à la dernière croisade, il avait dit « Sire, j'ai déjà donné, je ne repars pas ». Et donc il n'a fait que la 7e croisade.
Et donc on a là aussi je reviens au port, Joinville a amené son bateau, a pris son bateau à Marseille, et l'embarquement était beaucoup plus facile car le bateau pouvait venir très près dans le port. Même cas pour Pise qui a le débouché sur l'Arnaud, qui dégage très bien sur la mer, et Gênes, très bien, une rade abritée aussi avec des rochers. Donc là, Saint-Louis avait un terrain qui était le plus difficile possible, et comme il sera celui de Barcelone, d'ailleurs à ce moment-là. Alors ce type de contrainte explique comment une ville à vocation portuaire, mais qui n'est accessible que par une seule et unique route, se trouve éloignée de la mer, parce qu'elle a été établie sur une partie solide du cordon littoral, entourée de marécages, et naturellement, il faut la doter d'un avant-port. Et pour qui dit avant-port, dit chenal de liaison. L'emplacement de cet avant-port est lui-même soumis à diverses contraintes, d'une part, en raison des liaisons par voie terrestre qui nécessitent un cheminement empruntant souvent les berges du canal, et d'autre part, par les liaisons par voie d'eau, mais naturellement conditionnées par la profondeur des passages possibles. Quand on crée un chenal, il est bien évidemment qu'une grande galère ou une nef ne peut absolument pas se faire tirer là-dedans et avancer dans ce type d'accès. Donc, elles sont obligées de rester à distance avec des points d'embarquement le plus près possible de cette zone militaire. Alors imaginez-vous qu'il y a 20 000 soldats qui sont répartis par Saint-Louis dans les villages des environs, tout l'arrière-pays du Gard dans cette zone est en plein, les villages sont pleins de soldats, aussi parce qu'il faut boire, et il faut faire boire les chevaux. Or, à Aigues-Mortes, la première source se trouve à 5 km. Donc, installer un camp militaire au camp des Croisés, comme on va l'avoir dans un instant sur le plan, ce camp des Croisés, on ne peut pas y rester parce qu'il est très difficile d'y vivre. Alors, examinons aussi un autre problème qui est ce que j'évoquais il y a un instant, mais très brièvement, c'est que la ville est envisagée de marécages et que il y a un problème net pour la batellerie, le type de bateaux qui peuvent passer. La flèche de sable qui deviendra le boucanet au Gros du Roi n'est probablement qu'en formation. Alors là aussi, je ne m'appesantis pas sur ce sujet, car Bernard Aubert va vous en parler. À l'heure actuelle, nous avons une côte continue avec, au sud d'Aigues-Mortes, toute la zone du Gros du Roi. Mais l'incertitude qu'ont les géologues, alors j'ai aucune compétence dans ce domaine, je vous précise, mais j'ai bien retenu ce qui a été dit en particulier par notre ami le regretté Alain Lobert, c'est qu'il y a eu, à partir de la Grande Motte, pour parler en langage contemporain, dans cette zone, la poussée du sable en direction de l'Espiguette, et Bernard Robert pense, si j'anticipe bien, si j'ai bien compris sa pensée, que cette flèche n'est pas complètement constituée au XIIIe siècle, c'est-à-dire que, je parle sous son contrôle, des bateaux étaient en accès à la mer libre, ce qui fait qu'il y a derrière une baie, est-ce une anse maritime, est-ce un haut fond, des palustres, je lui laisse toute la possibilité de vous éclairer mieux que moi sur cette question. Mais c'est un réel problème, et une réelle incertitude d'ailleurs pour comprendre comment les bateaux ont pu accéder à cet avant-port dont nous allons parler. Alors, je vois l'image de la barque de Cantier, du petit bateau. Alors, ici, vous voyez voilà un dessin, probablement par un clerc qui n'a jamais mis les pieds dans un camp militaire en embarquement. Vous imaginez la nef qui est ici, et il faudrait qu'il y ait un apic de rocher ici, car ces nefs, elles calent jusqu'à 4 mètres de tirant, il leur faut 4 mètres libres sous la coque, et beaucoup plus parce qu'il leur faut manœuvrer, et nous savons que les capitaines des navires prenaient en général le double de leur hauteur de coque en œuvre vive, pour toute raison de sécurité. Donc, cette idée-là, peut-être dans des plages, dans des zones de rochers,
est exceptionnellement envisageable, avec un apic de l'autre côté, mais en aucun cas on peut arriver là. Et donc, d'ailleurs, quand on voit ce paysage-là, on pense que c'est la France du Nord, ce n'est pas du tout la France du Midi. Je ne dirais pas que Michelet, la France du Nord, la vraie France, parce que j'ai une expression de Michelet qui m'a toujours irrité de penser qu'il y avait que la France pouvait être autre chose que la France du Nord. Alors là, vous avez certainement une image de la France du Nord là-dessus, avec un clerc qui n'avait jamais vu un embarquement de bateau. Et d'autant qu'on n'accède pas par un bateau, j'en parlerai un peu plus loin, de cette façon-là, avec une planche. Je voudrais voir l'image suivante de la barque de Cantier. Alors, les grandes nefs avaient obligatoirement avec elles, puisqu'elles ne pouvaient pas s'approcher des rivages, une chaloupe derrière, mais une chaloupe qui pouvait faire 20 mètres de long. Hein, ça pouvait être très grand sur des grands bateaux. Et ce bateau-là avait des parties relativement planes à la poupe et à la proue qui lui permettaient d'approcher. Alors, ce dessin que j'appelle la barque de Cantier, parce que c'est le terme que Joinville a employé, d'ailleurs, j'ai demandé à des amis linguistes d'où venait le mot Cantier. Je n'ai pas pu avoir d'explication sur le terme. Enfin, ça s'appelait la barque de Cantier, avec un S ou pas d'S, d'ailleurs, c'est écrit des deux façons à la fin. Donc là, on pouvait, à partir du bateau, descendre dans la mer, d'ailleurs, et approcher le bateau et le faire le retirer. Alors sur les plages de la Manche, bien sûr, avec la marée, c'est beaucoup plus facile. À Aigues-Mortes, Salé, évidemment, beaucoup moins, car on ne peut pas jouer avec l'eau de cette façon-là. Alors donc là, vous avez une image d'un bateau dans le sable, mais c'est aussi quelque chose qui est à nuancer au point de vue de la taille du bateau et de sa forme. Alors, des études sur le plan géologique, des études scientifiques récentes ont permis d'effectuer des progrès importants pour la compréhension du milieu, et j'ai cité il y a un instant notre ami disparu Alain Lemaire, mais j'ai retenu, quant à moi, j'ai retenu de ces indications la structure de la zone d'Aigues-Mortes, et j'ai retenu qu'elle était à la fois simple et complexe. Par moyen, je dirais, mnémotechnique, voilà ce que disait Alain Lemaire, on a des barrières qui sont constituées par les cordons littoraux. Alors, s'il y a des géologues parmi vous, vous allez trouver que c'est très simpliste, mais je pense que cette image, avec les doigts de la main, permet de montrer les bandes de terre, de sédiments qui sont installés, et les étangs entre les deux. Et là, alors, c'est une grande zone de désorganisation, parce que le Vidourle et le Vistre, qui passent à Nîmes, et éventuellement les crues du Rhône, modifient complètement l'équilibre de cette zone. Alors, c'est donc un élément sur lequel je ne m'étends pas, et je laisse Bernard Couvert, plus compétent que moi, prendre la parole à la suite. Alors, venons-en maintenant aux informations concrètes dont nous disposons, après avoir rêvé sur des cartes anciennes qui sont toutes plus improbables les unes que les autres, parce que, imaginez-vous qu'à l'époque où on n'avait pas les GPS, on est dans un terrain marécageux, et que le seul fait de passer là à pied, puis avec un bateau, et de nouveau à pied en tirant le bateau, c'est pour faire de la cartographie et des buissons et de la végétation, et un relief de montagne avec le sable qui est amené par le vent. Évidemment, aucune carte ne peut nous apporter de précision. Par contre, nous commençons à en voir arriver au XIXe siècle, et en particulier parce que la famille Bernis de Calvière dispose d'archives d'un grand-père, qui était le comte René de Bernis, qui a fait cartographier sa propriété au milieu du XIXe siècle. Et alors, au nord du repossé du Ponant, se situe donc une zone qui est reconnue et qui est maintenue dans la mémoire des Aigues-Mortais comme le camp des Croisés. Ils savent très bien, si on leur dit où est le camp des Croisés, eh bien, pour vous situer,
quand vous voyez tous le Ponant, quand on va de Montpellier à Aigues-Mortes et qu'on laisse qu'on laisse la Grande Motte à sa droite, on a à gauche une énorme plaine qui est maintenant livrée au tourisme, avec des parcours de ski nautique, avec des pistes de karts, avec un élevage de taureaux et avec des terrains agricoles. Et bien toute cette zone qui est au nord de la route littorale, hein, qui est la départementale 62, toute cette zone, c'est le camp des Croisés, depuis la Grande Motte jusqu'à Aigues-Mortes. Alors vous allez me dire, comment le savez-vous? Alors là, je vous réponds grâce à deux éléments, la carte des Bernis, la carte du comte de Bernis vous indique des choses très intéressantes. Ici, ce que vous ne pouvez pas lire de votre place, c'est Port-Louis. Alors, ce fameux avant-port de Saint-Louis, nous avons toute raison de penser qu'il est là, parce que ce morceau de chenal, qui s'appelle le canal Viel, avec Morte et dans cette zone, avec l'étang de la Marette, qui est au bord à 2 pas de la tour de Constance aujourd'hui, cette zone est donc en communication avec ce qui est la baie d'Aigues-Mortes, la baie du repos, le repos Sèvres, ça indique bien que les bateaux, certains bateaux en tout cas pouvaient s'engager là-dedans. Donc nous avons l'indication de la mémoire par les mots avec le port Louis. Un peu plus loin, nous avons le gué du port. Et donc nous pouvons penser que là, il y a une zone d'implantation. Et cette zone va beaucoup plus loin. Je voudrais voir la carte de Charles Lantéric. Alors, des cartes de restitution de trajets. Alors oui, ça c'est toujours la même chose. Là aussi, vous avez une autre indication avec le refossé, avec un passage qui, si je crois, mon ami Bernard, existait à l'époque, si la flèche de sable n'existait pas, donc les bateaux s'engageaient très bien dans le refossé. Maintenant, il y a un autre phénomène qui avait été signalé par notre ami Lemaire, c'est ce qui est la passe des Abîmes. Actuellement, la passe des Abîmes, c'est donc sur la frontière entre le Gard et l'Hérault, c'est l'endroit où on passe d'Aigues-Mortes, pour nous, de la Grande Motte au Grand du Roi. C'est le pont que vous avez en sortant de la Grande Motte, et c'est donc cette passe des Abîmes. Lemaire disait il y a une certaine cohérence à ce que cette passe existe depuis des temps immémoriaux, parce qu'elle correspond géologiquement à la faille oligocène de Nîmes. Je sais qu'il y a des géologues parmi nous. Et Lemaire pensait que même si cette faille était déplacée, ce passage était déplacé parce qu'il y avait des crues, mais là encore Bernard va vous en parler, s'il y a eu des crues, il y avait une présence à cet endroit-là avec peut-être des remontées d'eau douce qui seraient attestées d'ailleurs par par des gens du pays. Donc là, nous avons une connaissance du terrain par Dieu merci, le canal Viel qui existe toujours sur cette partie-là, tel qu'on le voit aujourd'hui. On peut penser que Saint-Louis l'a vu pratiquement de la même façon. Tout le reste est modifié avec donc la route de la côte. Vous la voyez ici, la départementale 62 qui longe le Ponant actuellement, qui va vers la Grande Motte en venant d'Aigues-Mortes. C'est une sorte de voie rapide qui est ici. Donc toute cette zone-là est la zone qui a été la zone militaire. Alors, des informations malheureusement non consignées en leur temps ont ici toute leur importance. Des témoignages tardifs ont concerné le matériel archéologique découvert dans les années 1960-1970 dans la zone dite du camp des Croisés, hors du contrôle des services de la Direction régionale des affaires culturelles à l'époque. Il n'y avait pas d'archéologue sur le terrain au moment de la constitution, de la création de la Grande Motte. Le matériel mis à jour aurait été ainsi passé par
profits et pertes sans que la trace n'ait été conservée. La zone située au nord de la baie où est tendu Repossé était et reste très sensible sur le plan archéologique. Elle comporte peu de constructions. Certains terrains n'ont pas fait l'objet d'enlèvements de terre avec, quand je dis enlèvement de terre, avec des engins de terrassement s'entend, mais ils ont pu être défoncés antérieurement aux aménagements de la Grande Motte par des labours profonds. Ils ont pu être plantés en vigne ou maintenus en l'état pour, comme je vous le disais il y a un instant, devenir des coins d'élevage ou rester en terrain de chasse. Sur d'autres parties, plusieurs millions de mètres cubes ont été enlevés par rabotage en surface d'un terrain à l'état de nature ou agricole. Ce prélèvement de terre a été utilisé pour réaliser l'exhaussement du sol dont disposait il y a, et les moyens dont disposait il y a 50 ans la conservation régionale de l'archéologie étaient évidemment trop modestes pour pouvoir mettre un archéologue à côté d'un technicien maniant la pelle mécanique. Je crois me souvenir qu'il y a 9 millions de mètres cubes qui ont été déplacés pour la constitution de la Grande Motte. C'est vous dire à quelle échelle sont faits les travaux, et évidemment le suivi qui se fait maintenant, parce qu'on ne peut plus remuer un terrain sur le bord de l'autoroute ou de la future autoroute sans que les archéologues soient là. À l'époque, c'était rigoureux, donc impossible. Alors, je me suis livré personnellement à une enquête d'éventuelles découvertes. Des témoignages diffus font état de traces d'occupation des lieux aux abords de la Grande Motte. En cas de découverte dans le sol, les entreprises de travaux publics avaient pour consigne de ne pas s'en inquiéter et pour ne pas risquer surtout de retarder le chantier. Alors je rendrai compte ici de ce que j'ai appris une trentaine d'années plus tard de la bouche de l'un des responsables, le directeur des ports Michel O'Neill, qui participait à la mission Racine à ce moment-là, que certains d'entre vous ont peut-être connu, et qui est décédé il y a quelques années. J'en retiendrai deux informations. La première a trait au dragage de l'étang du Ponant pour la mise en place d'une barrière d'argile jusqu'à 10 mètres de profondeur afin de lutter contre les remontées de saumure vers la végétation. Je parle ici sous le contrôle de mon ami Bernard parce que c'est peut-être pas exactement ça, mais enfin bon, je sais qu'on a fait des dragages. Alors ce dragage à l'extrémité de l'étang côté Grande Motte aurait apporté à 3 reprises, m'a dit Michel O'Neill, des éléments de métal. Alors je n'en saurais pas plus dans la mesure où ce matériel archéologique, qui ne remontait pas obligatoirement au XIIIe siècle, aurait été récupéré. Quelques-unes de ces trouvailles auraient même servi à décorer un restaurant aujourd'hui disparu au Gros du Roi. Et donc la trace en est perdue. Alors une seconde information est d'une importance majeure, bien qu'elle ne soit pas vérifiable. Elle a trait à la découverte d'un dépotoir ou d'une fosse contenant peut-être des restes humains et à proximité de chevaux. Et alors j'ai posé la question de Michel O'Neill pour lui dire « Mais comment pouviez-vous savoir que c'était des croisés qui étaient là ?» Il m'a dit « Oui, parce qu'il y avait des morceaux de côte de maille. » Alors évidemment, ce n'étaient pas les troupes de Louis XIV qui étaient là, ou Napoléon III. Ça ne peut vraisemblablement être que des croisés. Donc nous savons qu'il y a un dépotoir ou une fosse contenant peut-être des restes humains et à proximité de chevaux. Et ce détail, évidemment, n'est pas sans importance, puisque j'aurais tendance à le croire dans la mesure où l'ordre de tout faire disparaître a été donné dans l'heure suivant la mise à jour après examen par le directeur qui, sitôt prévenu, s'était rendu sur les lieux. Recomblez-moi cette fosse immédiatement et gardez ça pour vous. Alors ce compte-rendu tardif nous apprend simplement qu'une unité militaire a pu prendre son cantonnement aux confins orientaux de l'actuel département de l'Hérault ou occidentaux du Gard, sur le terrain ou sur un terrain voisin de l'actuel golfe de la Grande Motte ou de la route départementale 62, comme me l'a indiqué malheureusement, très approximativement, Michel O'Neill, à qui je demandais de me situer la zone de la découverte. Il m'a dit, ben, c'est par là.
mais par là, c'était ou le golfe ou la route de l'autre côté. Donc, vous voyez que le camp des croisés, si vraiment cette histoire vient de vous, mais j'ai tendance à le croire, parce qu'on n'invente pas une histoire pareille, donc le site est balisé depuis l'extrémité du canal Viel jusqu'à cette partie avec le camp des croisés. Alors, considérant dans ces grandes lignes comme acquis l'étang du Ponant, nous pouvons voir que maintenant, sur les photos aériennes, et je ne m'étendrai pas trop longtemps là-dessus, il y a cette zone que j'envisageais, que vous voyez, imaginez-vous que nous sommes à la verticale de Port-Louis. Alors Port-Louis, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est le pont sur le Vidôle canalisé qui est ici. Et nous avons donc toute la zone du camp des croisés dont on a gardé la mémoire ici, le fond de la baie de l'étang du Repossé, ou maintenant du Ponant, et la passe des Abîmes qui est ici. Alors, je voudrais qu'on vous montre le schéma de localisation du passage des croisés dans ces zones. Donc, deux hypothèses possibles à l'heure actuelle. J'écarte les autres hypothèses, comme vous l'avez vu sur un plan de l'Empérique, avec un canal Viel qui était prolongé, qui passait derrière et qui contournait. Ça ne marche certainement pas pour un certain nombre de raisons. Donc nous pensons que, effectivement, les croisés sont arrivés à Port-Louis, ici, venant par le canal Viel, ont emprunté l'étang du Repossé, sont sortis en mer dans cette zone, qui est donc la zone de Port-Louis, et la zone des Abîmes. Je voudrais la vue suivante. Alors, nous avons sur la vue suivante une hypothèse. Car si effectivement, comme le dit Bernard Robert, la flèche de sable n'existait pas, il est très possible qu'ici nous soyons sur la mer. Donc les bateaux pouvaient passer ici et rejoindre Port-Louis sur la baie du repos de l'époque. Alors, ces itinéraires, nous n'en savons pas davantage. Je dirais que les progrès de la science, maintenant, nous permettent, par des quantités de moyens, d'approfondir notre connaissance dans ce domaine. Ma troisième partie, et je serai rapide sur le sujet, c'est de vous dire comment, ayant gagné la mer, comment ces croisés ont pu s'embarquer. Et je voudrais voir la vue suivante. Voilà, alors je vous parlais de la barque de Cantier et de la possibilité d'arriver à un bateau de ce type. Alors, comment faire monter un cheval là-haut? Eh bien, on rentrait dans la nef comme on rentre dans un ferry à l'heure actuelle. Comme vous voyez les poids lourds qui rentrent sur les quais du Pirée, par exemple, et de bien d'autres villes, qui sont des ports. Alors, on avait une porte qui pouvait faire 4 ou 5 mètres carrés, pas davantage. Elle était calfatée avec soin au moment où le bateau prenait la mer, mais on pouvait la baisser comme un pont, ou avoir un pont, et à partir de là, les chevaux en particulier qu'on avait mis sur ces embarcations pouvaient partir dans l'intérieur de la coque. Et sur ce bateau, que des hommes, pas de femmes, sauf exception pour la reine naturellement, et ses hommes dames d'atour et ses suivantes. Donc tout le reste était masculin. Je vous indique pour le confort du voyage que les couchettes faisaient environ 1,60 m, les gens étaient peut-être un peu moins grands qu'à notre époque, et une couchette servait pour 4. Évidemment, ils étaient par équipe de 2 à coucher, et ils couchaient tête bêche. Donc vous voyez les conditions de voyage quand ils ont fait 2 mois de mer pour aller rejoindre Chypre. Et enfin, l'autre problème, qui est celui des chevaux. Alors les chevaux, on embarquait jusqu'à plusieurs, les grandes nefs embarquaient jusqu'à quelques dizaines de chevaux, et ces chevaux, il fallait leur faire de l'exercice. Donc ils étaient suspendus
et on les fouettait, ce qui était un moyen de les faire ruer, et donc on les fatiguait de cette façon-là. Alors on se demande d'ailleurs quand ils débarquaient qu'il fallait se battre immédiatement après un mois de mer, que ces malheureux chevaux pouvaient faire. Voilà, donc c'est sous forme d'épilogue, je vous donnerai une vue sur ce qu'est le canal Viel aujourd'hui, et je vous invite à aller le découvrir. C'est un lieu magnifique de la Camargue gardoise, dite gardoise, suivante, et il a fait l'objet de recherches pour un bateau qui a été décrit par Alexandre Dumas et qui serait enterré sous une des berges et qui laisse beaucoup de place à l'imagination. Et Chateaubriand, lui, avait prévu d'écrire sur Aigues-Mortes, mais malheureusement, il a peut-être été trop occupé par les énormes volumes qu'il a publiés par ailleurs, et il n'a jamais donné suite à ce projet. Et enfin, pour terminer, j'ai dépassé mon temps et je voudrais terminer en quelques lignes. Je voudrais terminer sur l'image lumineuse que nous a laissée Joinville partant pour la 7e croisade, avec sa célandre chargée d'hommes et de chevaux, et c'est à lui que j'emprunterai les dernières phrases de cette communication. Quand les chevaux furent dedans, écrit-il, notre maître nautonnier cria aux nautonniers qui étaient à la proue du vaisseau, et il leur dit « Votre besogne est-elle prête ?» Et ils répondirent « Oui, sire, que les clercs et les prêtres s'avancent. » Aussitôt qu'ils furent venus, il leur cria « Chantez de par Dieu !» Et ils crièrent tous d'une voix « Veni, Creator, Spiritus !» Et le maître cria à ses nautonniers « Faites voile de par Dieu !» Et ainsi ils firent. Je vous remercie de votre attention. Ah oui, Marguerite de Provence, que j'ai évoqué avec ces dames. Oh, c'est un dessin que j'ai fait dans une église où un chapiteau représente Marguerite de Provence. Je vous garantis d'aucune ressemblance avec la reine. On portait le bandeau, les femmes portaient le bandeau à cette époque.